toutes mettre votre micro en sourdine pour avoir une meilleure connexion et un meilleur son. Donc aujourd'hui, nous allons vous présenter Noémie et moi, le troisième webinaire sur le GBV, la VBG et la continuité des services de santé pour les survivantes de VBG pendant cette crise du Covid-19. Donc, je me présente, je m'appelle Louana, je travaille pour le GBV EOR pour la zone de l'Afrique de l'Est et du Sud. Je suis basée à Nairobi comme spécialiste en VBG en urgence. Et Noémie Dalmonte est notre conseillère régionale en VBG en urgence, basée à Dakar et couvre l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Aujourd'hui, nous avons 4 invités de l'OMS que je vais présenter tout à l'heure. Merci beaucoup à elle de s'être jointe à nous aujourd'hui. Donc, cette série de webinaires a commencé le 19 mars avec un webinaire en début de journée en anglais et un deuxième en français l'après-midi. Nous avons couvert jusqu'à présent différents thèmes, notamment l'impact du Covid-19 sur les femmes et les filles, comment évaluer et programmer à distance les programmes VBG. Et aujourd'hui, donc, nous regardons la réponse VBG au niveau du cluster santé. Et nous avons à venir d'autres webinaires sur la coordination, notamment avec OCHA, dont je vais vous parler à la fin, et puis la gestion des cas. Nous pensons aussi faire un webinaire sur les sécheresses et la préparation aux différentes crises climatiques. Sachez que tous les webinaires sont enregistrés et que vous pouvez donc partager cet enregistrement avec vos collègues plus tard. Si vous avez des questions ou des commentaires, le mieux est de contacter l'équipe régionale du GBV EOR en fonction de votre région. Sur ce lien en bas, vous avez les contacts directs pour les conseillers et les spécialistes régionaux. Avant de vous présenter l'aperçu du webinaire d'aujourd'hui, sachez que si vous avez des questions ou des commentaires, l'idéal est de les noter dans le chat, l'espace de discussion qui s'affiche sur votre Zoom. Nous allons essayer d'y répondre pendant le webinaire et nous allons aussi les prendre à la fin de la présentation, des différentes présentations, et avoir un moment pour les discussions et les questions-réponses. Donc, comme je disais tout à l'heure, nous avons la chance aujourd'hui d'avoir 4 expertes de l'OMS avec nous pour nous éclairer sur la réponse santé par rapport aux survivantes de VBG. Maria Caterina Ciampi est conseillère technique VBG en urgence et elle couvre l'Afrique, toute l'Afrique, et elle est basée à Dakar avec l'OMS. Teresa Zakaria est conseillère urgence santé pour l'OMS, est basée à Genève. Emma Fitzpatrick, qui va nous rejoindre pour le question-réponse à la fin, fait partie de l'équipe mondiale pour le cluster santé. Et enfin, Anne-Cécile Robin est consultante VBG en urgence. Elle travaille beaucoup avec Maria Caterina et elle est basée à Bogota. Donc aujourd'hui, nous allons avoir une première partie présentée par l'Organisation mondiale de la santé avec ses différents invités. Nous aurons ensuite une partie présentée par Noémie, la conseillère régionale pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, par rapport aux considérations pour le sous-cluster VBG. Et à la fin, nous aurons toute une session questions et réponses avec tous les invités et aussi Emma Fitzpatrick. Je vais maintenant laisser la parole à nos collègues de l'OMS pour présenter la première partie de ce webinaire. Bonjour tout le monde, bonjour de Dakar. Aujourd'hui, ça fait exactement 1 mois depuis la déclaration du premier cas ici, quelques jours après le premier cas pour l'Afrique subsaharienne au Nigeria le 28 février. Et on vient d'avoir notre premier décès. Si on regarde la situation au niveau mondial de cette pandémie, vous remarquerez qu'on a dépassé 800 000 cas confirmés. Et le poids de cette crise se ressent notamment en Europe, avec des cas qui représentent 56% des cas cumulatifs.
Aujourd'hui, le nombre de décès en Italie, seul en Italie, dépasse largement le nombre de décès qu'on a eu en Chine, de trois fois plus. Pour la région de l'Afrique subsaharienne, tous les pays sont touchés. Tous les pays ont déclaré des cas confirmés dans les dernières semaines. Le seul 2 pays où on n'a pas encore eu des rapports de cas confirmés, c'est le Soudan du Sud et le Yémen. Ça veut dire pour les programmes humanitaires que sur les 27 clusters ou secteurs santé et les 2 hubs régionaux, seulement 2 ne sont pas directement concernés. Les gouvernements ont pris des mesures assez drastiques dans la région pour limiter la propagation de l'infection, notamment avec la fermeture des frontières, quelques restrictions dans les mouvements. Mais on pense que même les chiffres en Afrique, qui aujourd'hui sont de plus de 4000 cas confirmés et 91 décès, représentent vraiment une sous-estimation de la réalité, parce que les capacités de dépistage et de suivi des contacts sont encore en train d'être développées. Et la manière qu'on vit aussi avec des personnes qui se déplacent beaucoup, qui vivent généralement dans des maisons avec plusieurs familles, différentes générations, il y a effectivement beaucoup de risques que la situation s'empire. Alors, on tenait vraiment à faire ce webinaire en français, particulièrement au bénéfice de cette région-là. Prochain slide, s'il vous plaît. Alors, qui est le plus à risque? C'est les personnes âgées, les personnes souffrant de maladies chroniques telles que des problèmes cardiaques, le diabète, l'hypertension, ou des personnes qui ont un système immunitaire affaibli, par exemple quelqu'un qui aurait suivi une chimiothérapie. Et qu'est-ce qu'on dit par rapport aux enfants et jeunes? Bien sûr, ils peuvent aussi être infectés, mais de manière générale, ils ne développent pas de symptômes ou des symptômes légers et sont moins susceptibles de tomber gravement malades, mais ils peuvent tout aussi facilement transmettre le virus aux autres. En ce qui concerne les femmes enceintes, actuellement, la recherche ne démontre pas qu'elles sont plus à risque que la population générale, mais on continue les recherches parce qu'on sait que pour certaines infections respiratoires, les bouleversements que subissent les femmes au niveau de leur corps et système humanitaire pendant la grossesse peut les rendre plus vulnérables et ça peut avoir un impact plus important sur leur santé. Pour les femmes qui allaitent, elles doivent aussi respecter les règles d'hygiène respiratoire pendant l'allaitement et préférablement porter un masque. Donc, les risques pour la santé liés au COVID s'étendent au-delà de la maladie vécue par l'individu. Ça affecte vraiment l'ensemble du système de santé et aussi de l'économie. Quel est le lien, prochain slide, entre le virus, la pandémie et la violence basée sur le genre? Bien, comme dans toutes les situations d'urgence, les différences entre les hommes et les femmes, les inégalités du genre sont aggravées. Notamment, la violence basée sur le genre a tendance à augmenter dans tous les types d'urgences. On a vu par exemple pendant les sécheresses au Sahel ou dans les situations de conflits prolongés que le mariage forcé devient une manière que les gens s'adaptent négativement à l'urgence, ou aussi l'abus et l'exploitation sexuelle des femmes liées à l'approvisionnement d'assistance humanitaire. Donc le stress, la rupture des liens sociaux et des filets de protection, l'accès limité aux services aussi peuvent accroître le risque de violence faite aux femmes. Dans la riposte au COVID-19, avec l'isolement, la restriction des déplacements et les mesures de confinement, on commence à avoir vraiment un impact spécifique sur les femmes qui sont en situation de violence et d'abus exercés par un partenaire intime et aussi sur les enfants à risque de la violence, surtout les filles adolescentes. En Chine, en Italie, au Royaume-Uni et dans quelques autres pays,
il y a des données qui suggèrent qu'il y a une augmentation de cas de violence conjugale depuis la déclaration de l'épidémie. Et dans une ville de la province de Hubei, le nombre de plaintes pour violences faites aux femmes a triplé le mois de février par rapport à la même période l'année avant. Et c'est pareil en France également, on a vu une augmentation de 30% de cas de violence conjugale. Alors, quelle est notre responsabilité en tant qu'acteurs sanitaires dans la riposte COVID vis-à-vis des survivantes de violences basées sur le genre? Donc, selon les normes minimales interagences pour la prévention et la réponse à la VBG dans les situations d'urgence, on doit s'assurer que les survivantes ont accès aux services sanitaires centrés sur les survivantes de qualité, y compris des services de santé en matière de violences sexuelles et conjugales et d'autres formes de VBG, et des références pour prévenir et réduire les effets de la violence. Et ma collègue va aller plus en détail sur les facteurs de risque et aussi les types d'interventions sanitaires qu'on peut mettre en place pour répondre. Merci. Je passe la parole à Anne-Cécile. Bonjour à tous. Comme le disait Maria, la situation pour les femmes survivantes de violences basées sur le genre se sont aggravées à cause de l'épidémie du Covid-19. Donc, nous allons voir les facteurs de risque. Effectivement, liés aux mesures de distanciation physique, les personnes sont encouragées à rester à la maison ou sont carrément en confinement plus ou moins strict. Donc, cela implique que les contacts entre les membres de la famille sont plus rapprochés et il y a plus de risques de conflits et de violence, c'est-à-dire que la violence qui existait au sein d'une famille se trouve accentuée. C'est accentué également par les pertes économiques ou liées au chômage, parce que tout le monde ne peut pas faire du télétravail. Effectivement, en étant confiné à la maison ou en ayant des restrictions sur la mobilité, les femmes se retrouvent avec une charge de toute la famille, du travail domestique, mais également avec la fermeture des écoles. Elles ont la charge de ou faire l'école comme c'est en Europe, je ne sais pas trop comment, et en Amérique latine, et de faire l'école à domicile, donc c'est une charge en plus. Celles qui avaient la possibilité d'aller travailler au marché, de faire dans le secteur informel, se retrouvent aussi avec une rupture de leurs moyens d'existence qui les met à risque dans un couple déjà dysfonctionnel. Effectivement, comme le disait Maria, elles sont, avec leur baisse de ressources, elles sont plus à risque de subir une exploitation économique, voire même un trafic, voire même une exploitation sexuelle. Du fait de la surcharge des services de santé pour faire l'attention des cas de Covid-19 et de tous les gens qui de toute manière viennent à l'hôpital et dans les centres de santé, leur accès aux soins et services essentiels, y compris les services de santé sexuelle et reproductrice, est largement diminué. C'est-à-dire que ça ne devient plus une priorité. Comme on le sait, les victimes de violences basées sur le genre avaient un point d'entrée à l'hôpital et souvent dans les services de santé sexuelle et reproductrice afin d'avoir une attention. Et c'était là que souvent les cas pouvaient être parlés et pris en charge. Donc ces services étant réduits, il est plus difficile pour elles de trouver un point de référence. Et ces services étant réduits, ils sont réduits pour la prise en charge des Covid-19, c'est-à-dire que le personnel est redirigé vers d'autres prises en charge et ça diminue l'accès aux ressources d'aide. Effectivement aussi, du fait du confinement, les auteurs de violences, ils exercent plus de contrôle et de pouvoir sur leurs partenaires et sur leur famille. On parle des femmes, mais c'est le cas aussi des enfants. Voilà, la prochaine slide. Alors, quelle est la réponse du cluster santé? Les systèmes de santé sont ou seront surchargés, c'est une question de temps. C'est pour ça que les mesures de confinement essayent d'être mises en place.
Mais malgré tout, ils peuvent jouer un rôle important pour garantir que les services aux survivances restent accessibles. Pour cela, le rôle des gens qui travaillent sur la violence basée sur le genre comme ou le cluster de santé, c'est d'aider les établissements de santé à mettre à jour leur système de référencement. Il faut effectivement aussi sensibiliser les prestataires de soins au risque d'augmentation de la violence basée sur le genre. Car les personnels qui sont en ce moment face à la prise en charge des patients du Covid-19 n'ont pas forcément le recul pour voir cette augmentation. Donc, c'est important quand on travaille sur ce thème-là de pouvoir mettre en place pas des formations effectivement, mais des sensibilisations pour qu'ils puissent prendre en charge les femmes qui subissent les violences. L'OMS a mis en place dans certains pays la prise en charge et un soutien de première ligne et un traitement médical adapté. Donc, ça peut être ou renforcer ces idées-là. Et il faut bien sûr inclure les services pour les femmes victimes de violences et leurs enfants dans les plans d'intervention du Covid-19. C'est-à-dire que tous les plans qui sont faits maintenant d'intervention, que ce soit les clusters de santé de tous les pays, doivent mettre en place des lignes d'intervention pour la continuité des services aux femmes victimes de violences. Et bien sûr, il faut assurer que les messages de sensibilisation communautaire incluent des informations sur le risque de violence conjugale. On est en train de travailler avec ça, sur ce sujet-là, par exemple au Burkina Faso. Et il faut bien sûr aussi mettre en place pour que cette sensibilisation communautaire arrive jusqu'aux femmes et soit plus spécialement dirigée pour les femmes qui sont au centre de ces familles qui peuvent être confinées et qui sont les premières cibles de la violence. Je laisse la parole à ma collègue. Bonjour à tous et merci. Alors, nous allons continuer avec l'aspect un peu plus technique pour la surveillance et les mesures de santé publique qui sont importantes à mettre en œuvre pour assurer que les services de soins puissent être maintenus même en pleine épidémie et quoi que ce soit la phase d'évolution de la transmission du Covid-19 dans un pays. Alors, toutes les mesures de santé publique sont basées sur les modes de transmission du virus même. Alors, c'est très important que ces modes de transmission soient vraiment compris parce que il sera donc beaucoup plus facile d'adapter les mesures dans notre contexte local en fonction de notre compréhension sur comment le virus agit. Alors, il existe donc deux voies principales de la transmission du virus. C'est une maladie respiratoire et donc le virus existe surtout dans les produits respiratoires, et notamment les gouttelettes. Et les gouttelettes, alors on peut être contaminé par ces gouttelettes en étant très proche d'une personne infectée qui tousse ou même qui parle, et que ces gouttelettes sont directement en contact avec notre système respiratoire, soit notre bouche, notre nez ou nos yeux, ou même peut-être que les gouttelettes sur nos mains ou des endroits que nous touchons assez fréquemment. Et la contamination donc se fait depuis nos mains à notre visage. Deuxièmement, nous savons aussi que le virus a la capacité de rester en vie pendant plusieurs heures, voire plusieurs jours, surtout sur des surfaces dures. Et donc, ces gouttelettes atterrissent sur des surfaces dures, le virus reste vivant pendant quelque temps et on peut être contaminé en touchant, sans faire exprès, les gouttelettes sur ces surfaces et encore une fois en touchant notre visage. Je voudrais aussi prendre cette opportunité pour clarifier que jusqu'à présent, c'est vrai que le virus peut aussi être présent dans l'aérosol, alors dans des particules beaucoup plus petites que les gouttelettes. Mais jusqu'à présent, il n'y a pas encore qui disent que quand on respire ou quand on parle ou même quand on éternue, il y a assez de virus contenu dans les particules les plus petites
de notre éternuement qui puisse en fait contaminer une autre personne de manière effective. Alors, la différence entre les gouttelettes et les particules les plus petites, l'aérosol, est vraiment dans la distance que ces matières-là puissent atteindre. Alors, combien de mètres beaucoup plus loin l'aérosol puisse atteindre. Et jusqu'à présent, il n'y a encore pas de preuve qu'en dehors des procédures médicales qui génèrent l'aérosol, il y a un risque évident sur la transmission par voie aérosol. Suivant, s'il vous plaît. Et donc, à l'OMS, nous avons bien reconnu qu'il est très important de maintenir les services de soins essentiels, les services de soins de santé essentiels, parce que c'est vrai que le COVID-19 est une maladie grave, mais ne pas pouvoir maintenir les services essentiels peut en fait avoir un impact beaucoup plus grand et beaucoup plus sévère, peut causer beaucoup plus de morbidité et de mortalité dans la population. Nous avons un guide qui a été publié récemment sur exactement ce sujet, comment maintenir l'approvisionnement des services de soins de santé essentiels pendant l'épidémie. Et donc, même dans ce guide, les services de santé de reproduction, les services BVG sont bien reconnus comme services essentiels qui doivent être maintenus à tout prix. Et nous, en tant que professionnels qui travaillent dans le milieu humanitaire et santé, il est donc très important que nous pouvons amener ce message où nous sommes, et surtout quand nous avons un peu d'influence sur la planification et la mise en œuvre des opérations de riposte, que les services BVG sont bien articulés et bien reconnus. Mais pour pouvoir faire ceci, il est très important de mettre en place des mesures qui puissent sécuriser au maximum les activités d'approvisionnement de soins, les activités de rencontre avec les survivants, les survivantes. Et pour ceci, une évaluation de risque spécifique doit vraiment être faite au niveau local. Là où vous êtes, là où vous travaillez, quoi que c'est, peut-être que vous travaillez dans un centre One Stop Service Center ou bien un centre de santé, ou bien peut-être vous faites plutôt du outreach parmi les communautés. Il est important d'avoir une évaluation de risque spécifique à votre situation, à votre contexte. Et ça, c'est vraiment pour évaluer quel est le risque d'exposition. Sommes-nous à risque ou d'être exposés au virus pendant le travail? Et est-ce que les bénéficiaires que nous rencontrons sont aussi à risque d'être exposés au virus et qui nous rendent aussi à risque? En fonction de ça, nous pouvons donc décider sur le changement de mode de travail. Par exemple, je vais prendre un exemple assez simple. Dans une communauté où nous savons qu'il y a une transmission assez large, pour pouvoir sécuriser un centre de santé qui puisse continuer de donner des soins essentiels, nous voulons à tout prix que tous les cas suspects de COVID-19 soient gérés ailleurs. Et donc, un autre bâtiment, une autre installation devra être désigné pour ceci. Et il y a beaucoup d'endroits, beaucoup de pays qui ont pris ce choix. Alors, il y a des bâtiments qui sont dédiés à gérer, à diagnostiquer et à traiter les cas de COVID-19. Et ça, c'est fait pour à tout prix épargner les autres facilités de santé qui puissent donc continuer avec leur travail de jour à jour. Dans des situations comme ceci, il sera quand même très important que les centres de santé qui approvisionnent les soins essentiels non COVID puissent trier le plus tôt possible les gens qui viennent pour les soins et identifier immédiatement les cas suspects de COVID-19 pour que ceci puisse être géré différemment et référé au plus tôt possible au centre de soins dédié au COVID-19. Il y a aussi peut-être le choix de donner des consultations à distance par télémédecine, par téléphone, par WhatsApp ou par SMS. Il y a aussi peut-être
des décisions à prendre, par exemple, pour les visites anténatales, nous avons des community health workers qui puissent aller de maison à maison pour pouvoir donner cette consultation aux femmes enceintes, par exemple. Ça, c'est bien sûr qu'il y aura aussi des risques à gérer, mais dans ce cas-là où nous choisissons plutôt un mode outreach, nous prévenons donc les femmes enceintes de se rendre dans des facilités de santé qui puissent peut-être être contaminées par le virus. Alors, ce sont tous des risques à voir, des risques à évaluer et de trouver vraiment le moyen le plus assuré. Et même avec le moyen le plus assuré, il y aura aussi des règles de base, des principes de base que nous devrons suivre pour à tout prix prévenir la transmission du virus. Et pour qui choisissent de continuer d'approvisionner leurs soins essentiels dans les centres de santé, il sera très important aussi, bien sûr, de préparer ces centres de santé pour être au niveau, pour pouvoir assurer la prévention du virus, de la contamination du virus et de pouvoir détecter et référer rapidement les cas suspects. Alors, il est très important d'apprécier qu'il n'y a pas d'approche unique. Et nous comptons vraiment sur l'expertise de nos collègues qui sont formés en santé publique pour pouvoir articuler, digérer, adapter les guides techniques qui sont fournis par l'OMS, qui sont plutôt globales, et pour faire cette adaptation au niveau local. Il y a vraiment beaucoup de travail d'analyse et de contextualisation qui doit vraiment être fait très attentivement. Suivant, s'il vous plaît. Alors, voici donc les principes à toujours garder, quoi que ce soit le mode de service, et que nous avons un bâtiment dédié pour les services essentiels, que nous avons et que nous préférions peut-être de faire des activités de outreach ou de la télémédecine, ces principes sont les mêmes. La première chose, si vous allez rencontrer beaucoup de personnes en même temps, il est toujours important d'avoir un système de triage pour à tout prix pouvoir détecter au plus tôt possible la possibilité que quelqu'un soit contaminé et soit infecté par le virus et de pouvoir référer cette personne immédiatement pour être diagnostiquée et traitée. Deuxièmement, c'est la distance. Vous vous souvenez que le mode de transmission est vraiment dans les gouttelettes les plus grandes qui donc atterrissent normalement par terre à un mètre depuis la personne qui tousse ou qui éternue. Et donc, cette distance est essentielle à toujours garder, cette distance d'au moins 1 mètre. Et donc, si vous rassemblez des femmes ou des survivants, survivantes dans votre facilité, il sera très important que du moment où ils arrivent dans votre facilité, jusqu'au moment où elles quittent la facilité, que cette distance de 1 mètre au moins soit gardée. Et donc, il faudra être assez créative, innovative pour assurer qu'il y a un flux de patients qui est bien géré, qu'il y ait des gens qui puissent surveiller que cette distance est vraiment respectée, qui puissent prendre action immédiatement dès que cette personne observe une mauvaise pratique. Et donc assurer l'ordre dans le centre de santé. Et deuxièmement, c'est l'hygiène des mains. Alors, encore, en regardant la mode de transmission, il est aussi très important de toujours garder les mains propres, et ça, c'est valable pour les personnels de santé, mais aussi le personnel médical et non médical, mais aussi les femmes, les survivants, survivantes et leurs compagnons qui viennent dans votre facilité. Et donc, il est important d'avoir suffisamment de matériel et d'équipement pour l'hygiène des mains un peu partout dans la facilité au moment d'enregistrement ou même avant le triage pour qu'il y ait un endroit où les gens puissent se laver les mains, et aussi dans la salle d'attente et même dans la salle de consultation. Et là où il y a des équipements pour il sera aussi très important d'avoir des poubelles couvertes et les poubelles doivent vraiment être couvertes pour qu'on puisse s'assurer de bien
jeter leurs ordures, surtout les ordures qui puissent avoir les substances du virus. Ensuite, c'est l'hygiène respiratoire. Alors, si quelqu'un présente des symptômes respiratoires, mais qui ne fait pas partie de la définition des cas de COVID-19, cette personne devrait quand même être autorisée à entrer dans le centre de santé, mais vivement encouragée de porter un masque et de garder ce masque tout le temps que cette personne est au centre de santé. Et il est très important aussi d'informer et d'encourager tout le monde de suivre l'hygiène respiratoire, de tousser, éternuer dans le coude ou bien sur les tissus jetables. Et jetables, c'est là donc où les poubelles seront très, très importantes. Pour les personnels de santé, le porte du EPI sera fait en fonction des risques, y compris le besoin d'utiliser le masque. Si vous pensez que peut-être garder la distance serait quelque chose qui serait quand même difficile vu que vous devez donner une consultation à des survivantes enceintes, par exemple. Donc, le port du masque, le port des gants, du face shield et même du tablier imperméable seront aussi encouragés. Et vous pouvez avoir toutes ces informations là aussi depuis le site web de l'OMS sur la page des guides techniques. Lieu de travail propre, je crois que même en dehors du contexte du COVID-19, c'est très important aussi de toujours garder le lieu de travail propre. Mais surtout dans ce contexte, il sera important de bien désinfecter les surfaces fréquemment touchées et d'assurer qu'il y a un bon désinfectement des équipements qui sont utilisés entre chaque patient. Et dernièrement, il est aussi important de saisir cette opportunité de rencontre avec les femmes, avec les survivants et survivantes, de pouvoir aussi communiquer les risques pour que vos bénéficiaires soient bien au courant des modes de transmission du virus, comment ils et elles peuvent se protéger contre le virus et aussi de donner une opportunité pour recevoir les feedbacks, les commentaires, les préoccupations des bénéficiaires et de les adresser. Alors, encore une fois, toutes ces informations sont disponibles sur le site de l'OMS et je vous invite vivement à les consulter. Je crois que c'est la dernière diapo pour moi, alors je redonne la parole à la modératrice. Merci. Merci infiniment Teresa et Maria Caterina. Effectivement, la balle est dans le camp du GBV et OAR. Donc, je vais passer la parole à Noémie. Merci. Bonjour à tout le monde. Et maintenant, nous sommes arrivés dans la continuité de réflexion sur comment assurer les liens entre la réponse VBG et la réponse santé, tout en sachant qu'une partie de la réponse VBG est sur la santé. Et donc, le rôle qu'on a avec la coordination. Sachez que dans les plans de réponse humanitaire pour la crise du COVID-19, c'est bien spécifié que les services de lutte contre les VBG doivent rester des services essentiels à fournir à la communauté. L'OMS était très clair dans leur explication précédente. Et compte tenu des demandes faites au système de santé, l'action doit être conjointe de plusieurs prestataires de services afin que les survivantes puissent continuer à recevoir et accéder aux soins de santé. Prochaine slide. Afin de renforcer les liens entre les secteurs santé et les secteurs VBG, les priorités immédiates de l'action conjointe sont les priorités de services qui sauvent des vies. Par exemple, la gestion clinique du viol, c'est connu, il sauve des vies. Donc, il ne faut pas avoir une disruption de services en matière de prise en charge clinique du viol. Il faut s'assurer que le système de référencement est fonctionnel, donc que les acteurs de santé connaissent ou référer les survivants de VBG et vice-versa, que les acteurs de VBG d'autres parties de la réponse soient capables de référer vers les secteurs de santé selon les changements. Des hôpitaux ont changé parce qu'il y a eu des
hôpitaux qui ont été dédiés seulement au Covid-19. Donc, vous êtes obligé à déplacer vos guichets, vous êtes obligé à réidentifier les médecins qui ont été formés à la gestion clinique du viol, vous êtes obligé de revoir les circuits de référencement à l'intérieur des nouvelles structures ou voire de la même structure dont certaines parties ont été modifiées pour pouvoir accueillir les patients à Covid-19. Et la nécessité d'adapter et d'innover les approches doit être une reconnaissance de tout un chacun. Et ce n'est pas sûr de pouvoir continuer de la même façon. C'est pas du tout sûr. Donc, il faut vraiment avoir des idées pour innover et de l'accueil jusqu'à aux différentes façons de pouvoir assurer la prise en charge et de communiquer la prise en charge aux communautés aussi. Et le partage des conseils techniques et des ressources est assez important. Et à niveau de tout ce qui est coordination, parce qu'il faut identifier les nouvelles pratiques, il faut les partager avec les autres collègues de coordination ou cluster santé ou cluster VBG, si c'est plutôt santé, si c'est plutôt d'autres parties de la réponse un peu plus multisectorielle, et après on pourra les partager à la santé. Donc ces connexions-là entre les acteurs, les clusters santé, les acteurs, les clusters VBG et les deux coordinations sont essentielles. Et les formations de préparation aussi et les formations en général sont importantes à assurer pour pouvoir avoir une bonne intégration des thèmes liés à la violence basée sur les genres dans les activités de renforcement des capacités de Covid-19. Les équipes Covid-19, par exemple, peuvent avoir quelqu'un qui est formé en gestion clinique du viol. Et en même temps, tous les acteurs de la santé habituelle du VBG, ils doivent avoir des notions solides en matière de Covid-19, comme disait la collègue de l'OMS tout à l'heure. C'est aussi des situations pour pouvoir sensibiliser les personnes, les malades et tout ça, et les non-malades aussi qui viennent pour d'autres services sur le risque de la maladie. Et diapo, s'il te plaît. Donc, maintenant, on a les questions un peu plus pratiques. Qu'est-ce que les acteurs VBG doivent prendre en compte et quand ils se trouvent dans les scénarios de base. Donc, les scénarios de base pour nous, c'est que la menace existe, comme on a vu partout dans le monde, mais peut-être qu'il n'y a pas encore de cas, c'est des zones à cas zéro encore, ou c'est des zones où il n'y a pas encore de restrictions déclarées par les gouvernements. Donc, l'offre des services fixes, donc des services face à face, continue. Qu'est-ce qu'il faut faire? On a écouté les collègues de l'OMS, il faut sûrement avoir les mesures de prévention et contrôle de l'infection. Ça, c'est essentiel pour nous, tous les conseils qui nous ont été donnés pour pouvoir sécuriser les lieux d'offre de services sont essentiels. Plus précisément, pour les prestataires de services, il faut se poser quelques questions pratiques. Est-ce qu'on a suffisamment de mécanismes de protection individuelle? Est-ce que ces personnes peuvent se rendre au travail? Vous voyez les photos qui sont à droite, c'est des exemples. C'est un dortoir où le personnel de santé dort à côté des hôpitaux pour pouvoir assurer les services pour les COVID-19, mais aussi pour d'autres malades. On voit une personne qui a un personnel de santé qui est bien équipé, bien protégé avec les mécanismes de protection, et on voit un poster qui parle de transport gratuit. Et donc, c'est des transports qui sont faits, organisés par le système de santé national de ces pays donnés, que je ne me souviens plus lesquels, et qui permet de pouvoir se rendre au lieu de travail au cas où, par exemple, il n'y a pas de dortoir. Donc, c'est des services qui doivent être mis en place dans le cadre de la coordination, dans le cadre national, et pour lesquels on peut faire les plaidoyers pour s'assurer que les prestataires des services de santé puissent faire leur travail. La mise en place des lignes vertes aussi, c'est une autre priorité à considérer, au cas où il n'y en a pas déjà, ou leur adaptation. Et pour les coordinateurs des clusters VBG ou même les acteurs opérationnels qui ont peut-être un programme multisectoriel, cette mise à jour du circuit de référencement, je ne dirais jamais me fatiguer d'insister sur ça, parce que ce n'est pas sûr que nos circuits de référencement existants à ce moment sont adaptés aux besoins de la crise du Covid-19. Je répète encore, la formation en gestion clinique du viol, surtout dans les équipes à Covid-19, ça sauve des vies. Le plus vous pouvez intégrer, le mieux c'est.
pour les survivantes, il y a toujours la même considération sur l'accessibilité des services. Est-ce qu'ils peuvent se rendre? On a vu des pays comme les Philippines, par exemple, où tous les transports étaient interdits. Donc, je vais me déplacer comment pour aller verser les services suite à un viol? Et comment je vais y accéder? Donc, il faut que les programmes de lutte contre les VBG, les spécialistes, les coordinateurs, selon votre rôle, selon votre type de service offert, vous réfléchissez à comment assurer cet accès. Est-ce que c'est encore possible de faire certains services mobiles et complémentaires qui puissent déplacer les services vers les survivantes? Toutes ces considérations-là, pour nous, sont très importantes dans l'adaptation programmatique. Et Luana, merci. Le deuxième scénario, c'est bien évidemment quand on se retrouve dans une situation beaucoup plus compliquée avec des services fixes qui ne peuvent plus être fonctionnels et donc avec une gestion des cas de VBG à distance. On le sait très bien, on vient d'écouter les collègues de l'OMS, on vient de les répéter nous aussi. On ne peut pas faire tous les services de VBG à assistance. Certains services ont une réponse médicale nécessaire pour laquelle il faut un service au guichet. Mais il y en a d'autres qui peuvent s'adapter. Donc, d'abord, je répète une autre fois, on va mettre à jour les circuits de référencement avec toutes les variations dans les cas. Par exemple, s'il y a des lignes vertes qui ont été mises en place qui font des counseling à distance, à la place de faire du counseling avec les survivantes. Il faut aussi informer les survivantes du moment que vous changez les types de services. C'est très important d'informer les survivantes qui sont déjà dans votre cahier avec les plans de gestion des cas qui est en cours, qui les cas ne peuvent pas être clôturés comme ça. Et donc, là, le service va être interrompu. Est-ce que vous allez continuer ces services par téléphone? Est-ce que c'est possible? Vous pouvez faire ça, vous pouvez les informer par téléphone, mais il faut que vous êtes sûr que ça ne va pas mettre à risque la personne et que vous avez un OK préalable d'utiliser le téléphone pour la contacter. Mais c'est important de garder cette dimension humaine, de ne pas mettre juste en pancarte et les services sont suspendus pour le moment si vous n'avez pas d'autres moyens de continuer les services. Les gestionnaires de cas doivent considérer du moment que vous commencez les services de gestion à distance, comme tout cas et surtout les nouveaux cas, avec le format de gestion d'urgence qu'on a dans les manuels interagence de gestion des cas. C'est-à-dire, on va se focaliser sur la gestion sécuritaire. D'abord, on fait les plans de sécurité, surtout si on a un cas de violence domestique ou de violence du partenaire intime. Ça, c'est essentiel. Et parce que c'est ça qui est la première question qu'on doit se poser avec une survivante, c'est est-ce qu'elle est dans un lieu sûr en étant chez elle, en ne pouvant pas bouger. C'est la toute première question à se poser et par conséquent, on va gérer son cas en suivant avec les autres questions. Et les gestionnaires de cas peuvent référer les survivants, bien évidemment toujours avec les consentements éclairés, mais cette fois-ci, la variation est seulement dans les services qui restent opérationnels. L'exemple du viol, c'est toujours les plus simples, parce qu'on a bien entendu que ça va être un service essentiel qui va continuer dans les hôpitaux. Et un dernier point, on veut souligner ça, on y tient beaucoup à GBV IOR. Nous sommes de prestataires de services qui travaillent dans ce secteur. Ce n'est pas facile non plus. L'appui en santé mentale et soutien psychosocial pour nous-mêmes est très essentiel. Donc, les superviseurs, les personnes qui gèrent les survivantes, l'organisation elle-même, c'est très important de mettre en place un système de suivi de ceux qui continuent à gérer les cas, que ce soit par les technologies avec un groupe WhatsApp ou Skype, ou ce que vous avez d'habitude d'utiliser dans votre organisation, mais aussi avec des appels réguliers pour savoir comment ça se passe. Slide. On a mis quelques petits exemples du terrain. Je vais vous ennuyer avec mon circuit de référencement, mais voilà, beaucoup de pays sont en train de mettre à jour les circuits de référencement avec cette nouvelle possibilité de référencement qu'il y en a, surtout à distance. Et on a l'exemple de ligne verte de l'Inde, où dans l'état de Uttar Pradesh, ils ont fait un message qui disait « Faisons taire le coronavirus, mais pas la voix des femmes ». Et donc, ça permettait de pouvoir continuer à diffuser les informations de sensibilisation pour faire fonctionner les services gratuits de ligne verte.
On a l'exemple déjà en bonne pratique du Pakistan qui a mis en place des lieux sûrs pour les femmes, c'est-à-dire qui a pris les femmes et qui a offert aux femmes des lieux sûrs pendant le coronavirus, entre guillemets, donc de nouvelles zones. En ayant peur de l'augmentation de la violence domestique, ils ont identifié de nouvelles chambres, de nouvelles structures dans lesquelles pouvoir délocaliser une femme qui est pas en sécurité. Je profite parce que moi, je suis en Italie et récemment, en Italie, on a eu des juges qui ont fait comment ça s'appelle, des ordres de protection au contraire. Généralement, on assiste à la mise en sécurité de la femme qui est victime de violences domestiques. Mais on commence à voir une pratique qui se développe ici, que j'ai vue récemment, pour laquelle les juges demandent plutôt d'éloigner les perpétrateurs. Donc, ils ont laissé la femme à la maison avec les enfants, ils ont plutôt pris les messieurs. Donc, ça, c'est des exemples qu'on voit à droite à gauche. On a d'autres exemples sur comment assurer les référencements, par exemple, avec les guichets dans les pharmacies, que l'Espagne et la France sont en train de mettre en place, et même, j'ai vu en Espagne, même dans les supermarchés. Donc, on peut avoir plusieurs façons de pouvoir faire un lien entre les différents services et d'assurer que la communication arrive aux femmes, tout en faisant un lien avec ces exemples sur la question de tout à l'heure, est-ce que les survivantes peuvent avoir accès aux services, est-ce qu'ils sont informés, est-ce qu'ils sont au courant. Slide. Maintenant, un tout dernier lien entre les deux coordinations. On a déjà fait des commentaires sur pourquoi les liens de coordination sont importants. Maintenant, on peut tout simplement résumer sur les différentes phases de la coordination. Dans la planification, vous devez vous poser d'abord la question, est-ce qu'on a un plan sectoriel avec les clusters santé ou pas? Si ces plans sectoriels existent, utilisez-le dans la planification de cette nouvelle réponse avec les clusters santé. Travailler de façon étroite avec les clusters santé, ce n'est pas des activités nouvelles, c'est seulement une modification logistique ou technique de comment pouvoir les mettre en place. Et peut-être c'est une réduction en modification de certaines activités. À niveau de la mise en œuvre, OK, les clusters santé ont un plan d'action peut-être ou n'en a pas, mais est-ce qu'il y a les acteurs du cluster santé qui ont opérationnalisé aussi les activités de lutte contre les VBG? Parfois, on assiste à des organisations qui appuient, certaines choses ne les mettent pas en œuvre parce qu'ils sont spécialisés. Dans les tels pays, ils font toujours, par exemple, la gestion clinique de viande. Dans l'autre pays, ce n'est pas dans leur paquet dans l'hôpital XY. Donc, est-ce que même si c'est dans les plans d'action, est-ce que c'est opérationnel ou pas? Donc, ça vous permet aussi de faire les plaidoyers des gaps et pour pouvoir adapter la réponse ou trouver un autre acteur santé qui peut-être va venir à pallier un gap d'un autre intervenant qui est déjà quelque part. Il y a la question de renforcement des capacités que sûrement vous avez mis dans votre travail avec les clusters santé. Et justement, est-ce que ces activités sont toutes intégrées réciproquement, comme on avait vu les exemples tout à l'heure des différentes intégrations qu'on peut avoir, soit avec les formations VBG dans les équipes COVID-19, soit dans les formations COVID-19 pour les équipes VBG. Est-ce que les évaluations du cluster santé ont les questions de lutte contre les VBG? Ça, c'est aussi important de travailler avec vos collègues. Est-ce que dans les questions santé, il y a quelque chose pour savoir si les services essentiels de VBG est en place par les acteurs de santé ou pas? S'il n'y en a pas, le rôle de la coordination est de les mettre. Les rôles des acteurs du cluster santé qui travaillent sur les VBG est de poser la question et aussi de les mettre. Et enfin, le suivi. Est-ce qu'il y a quelques indicateurs qui sont intégrés au plan de cluster santé pour la réponse à COVID-19? Ces questions-là sont particulièrement intéressantes pour ceux d'entre vous qui travaillent dans des pays qui sont en train de réviser les plans d'action humanitaire ou qui sont en train d'adopter des plans à réponse au COVID-19 adaptés. Parce que ça vous permet de vous assurer qu'à niveau de la planification, du suivi et l'évaluation, vos activités de VBG sont bien claires. Et ce qui vous permettra d'une correcte mise en œuvre. Slide. J'ai fini. Ça maintenant, c'est les ressources. On a les ressources de l'OMS et qui peut-être Maria Caterina pourra mieux vous présenter rapidement. Nous, on a un classeur avec plusieurs ressources et il y a un petit dessin à droite. C'est la toute nouvelle qu'on a développée.
et on vient de la traduire en français, donc on va la mettre dans les sites bientôt. C'est des considérations pour le bien-être du staff. Donc, c'est plusieurs réflexions que nous vous apportons pour pouvoir vous assurer qui justement, les staffs qui travaillent sur les VBG et a un bon appui en santé mentale et ressources et appui psychosocial. Et par exemple, c'est aussi les personnels soignants qui rentrent ou les personnels qui travaillent même sur la partie santé mentale, qui rentrent à la maison et qui s'y retrouvent avec les enfants qui ne sont pas allés à l'école, les maris qui sont au chômage. Et ça peut faire aussi beaucoup de stress familial aussi sur les personnes qui sont en train de travailler sur la réponse. Et donc, il y a beaucoup de considérations et on peut être frustré parce qu'on voit des gens mourir, parce qu'on voit des gens être très malades et on peut avoir beaucoup de sentiments très forts à cette période et c'est important de réfléchir à tout cela pour bien, même bien tenir le coup, hein, parce que c'est un travail qui n'est pas léger à faire. Mais aussi pour pouvoir justement donner un certain appui aussi aux personnes qui travaillent dans la riposte. Maintenant, je redonne la parole, je ne sais plus si c'est un modérateur ou à l'OMS, donc Luana, je te laisse gérer. Merci beaucoup Noémie, merci beaucoup pour cette présentation. Est-ce que du côté de l'OMS, vous auriez voulu commenter les ressources que vous nous avez proposées sur cette slide? Oui, j'aimerais bien. Alors, c'est Maria Caterina. On vient de terminer une petite page et un autre document de 2 pages qui explique bien la relation entre la violence faite aux femmes et le Covid. Donc, la traduction en français est faite, mais je ne suis pas sûre que c'est online tout de suite. De toute façon, dès que c'est sur le site, je partagerai le lien. On a aussi une nouvelle ressource qui a été une collaboration interagences sur la gestion clinique, non seulement du viol, maintenant on a intégré aussi la violence conjugale et étoffé la partie sur la santé mentale, justement. Donc, je vous invite à voir cette nouvelle publication et on espère faire des formations dans les pays pour que ceux qui sont déjà faits de la gestion clinique puissent avoir plus d'éléments. Dans cette nouvelle guidance, on a intégré les aspects du manuel clinique, qui n'est pas malheureusement sur cette liste, mais je partagerai ce lien-là aussi. Et je voulais juste aussi dire que dans le cadre d'un projet de l'OMS sur les violences basées sur le genre en situation d'urgence, au Burkina Faso et en RDC, on a formé des équipes de formateurs. Donc, c'est des prestataires de services sanitaires en général sur une approche empathique, je dirais, envers les survivantes et une méthode qui est très simple pour vraiment l'écouter, s'informer sur ses besoins, valider ses sentiments, renforcer sa sécurité et son entourage. Alors, même je vois que sur le webinaire, il y a plusieurs personnes qui ont été formées à Kinshasa ou à Ouagadougou et même peut-être à Kaya. Donc, s'ils veulent intervenir, ils sont vraiment les bienvenus. On pense adapter justement cette approche à une ligne d'écoute, puisque souvent on n'a plus accès à offrir des soins face-to-face, mais au moins pour les prestataires de santé qui continuent à opérer dans des centres, qu'ils soient formés sur ces aspects-là, pour pouvoir détecter des cas de violence en faisant le travail de santé primaire. Merci. Aussi, oui, bien sûr, vas-y. Dernière chose, parce qu'il y avait une question par rapport au plaidoyer avec le gouvernement. On va prendre les questions dans une seconde. Je finis juste au niveau des ressources pour dire que, donc, au niveau des ressources de l'OMS qui sont pertinentes par rapport à la lutte contre les VBG, c'est des choses que nous allons mettre sur notre site internet du GBV EOR. Donc, vous avez le lien ici tout en bas et vous avez aussi le lien à la fin de la présentation. Ok, alors vu que Maria Caterina a l'air très motivée sur la question, du coup, on va commencer les questions.
Une question qui est venue aujourd'hui dans le chat, c'est comment en fait engager le gouvernement et plaidoyer afin de garder les services VBG qui sont les services essentiels. Et puis une question qui est liée à celle-là, c'est aussi la question, étant donné que le gouvernement veut limiter un maximum l'impact socio-économique, il est difficile d'avoir et de continuer à avoir des services VBG. Donc, la question, c'est vraiment comment mobiliser un maximum le gouvernement par rapport aux services VBG. Et puis Noémie pourra compléter. Dans le paquet essentiel de services, bien sûr, le VBG et les services pour les survivantes intégrées, il y a aussi, je voulais juste soulever, un plan d'action mondial. Attendez, je vais vous dire le titre exact. Plan d'action mondial de l'OMS visant à renforcer le rôle du système de santé dans une riposte nationale multisectorielle à la violence interpersonnelle, en particulier à l'égard des femmes et des filles et à l'égard des enfants. Très, très long titre, mais c'est un plan d'action sur lequel, lors de la 67e Assemblée mondiale de la santé en mai 2014, les États se sont engagés à renforcer le système de santé en matière de violence faite aux femmes et aux enfants. Donc ça, c'est vraiment un outil indispensable pour faire le plaidoyer avec le gouvernement. La personne qui posait cette question a aussi mentionné le rôle de la société civile, donc de renforcer, est-ce qu'il faudrait renforcer, enfin, comment renforcer le rôle de la société civile par rapport à ça? Est-ce que Maria, tu veux ajouter quelque chose ou peut-être Noémie peut prendre cette partie-là de la question? Oui, elle peut y aller. Noémie? J'avais 2 commentaires à ajouter sur ça, parce qu'en fait, la question venait d'un pays qui n'est pas en crise humanitaire. Mais cette crise à coronavirus, c'est une crise de santé publique qui a une approche humanitaire. Cependant, nous travaillons beaucoup en priorité sur les pays qui sont déjà en crise humanitaire. Donc, ça montre une complexité particulière dans les plaidoyers, parce que pour un pays déjà en crise humanitaire, le gouvernement est habitué à voir l'équipe humanitaire qui insiste sur ce qui est plus urgent, parmi ce qui est essentiel, parmi ce qui est des priorités, dans ce cas, en santé primaire, etc. Alors que quand un pays n'est pas en crise humanitaire, effectivement, c'est plus difficile de pouvoir influencer les gouvernements. Donc, les ressources que Caterina a cité sont des ressources surtout pour les représentants des différentes organisations, les chefs de mission et tout ce qui est un rôle de dialogue politique à tenir. Et c'est très important de montrer les papiers que l'OMS a sortis récemment qui insiste sur le fait que les services VBG sont essentiels. Ça, c'est la justification institutionnelle avec la force de la policy power de l'OMS pour pouvoir faire les plaidoyers politiques vis-à-vis du gouvernement. Ensuite, il faut aussi convaincre les donateurs à appuyer ces services, ce qui fait peut-être encore plus complexe. Pour la société civile, peut-être la société civile qui n'est pas encore très engagée dans ces sensibilisations, il faut la toucher. Il faut la toucher, essayer de leur montrer l'importance de faire les plaidoyers pour assurer les services aux femmes. On a vu dans certains pays d'Europe, avec cette crise, que les plaidoyers pour ne pas fermer ce qui souvent chez nous, c'est des centres contre la violence, mais qui peuvent être des maisons des femmes en Afrique de l'Ouest, des centres d'excellence, des one-stop centers ou d'autres. Et on a vu que les plaidoyers venaient souvent des organisations, des réseautages de féminisme européen. Et si ce n'est pas le cas dans les pays dans lesquels vous travaillez, vous, avec votre organisation, à mon avis, vous pouvez faire ces plaidoyers. En prenant peut-être même les exemples de l'Europe qui a vécu la crise avant qu'il arrive en Afrique, quoi. Merci beaucoup, Noémie. Est-ce que Anne-Cécile ou Emma veulent compléter? Ou Teresa? Oui. Oui, Anne-Cécile, qui en plus est en Amérique latine. Donc, au niveau de la société civile, je pense que vous avez des choses à dire.
Non, je ne pensais pas à la société civile, je pensais à l'activation des clusters santé et des plaidoyers. Je crois qu'au niveau global, les clusters de santé sont très sollicités pour mettre en place une réponse la plus efficace et rapide possible au risque de pandémie, que ce soit au début ou quand les cas se multiplient. Et je pense que les clusters santé et l'OMS sont au premier plan effectivement pour inclure la violence basée sur le genre dans leur plan d'action et de réponse au Covid-19. Ils ont reçu les instructions et ils travaillent déjà très fortement pour l'inclure dans les centres de santé, même les plus reculés. En particulier, je pensais au Burkina Faso qui est en train de faire des demandes de fonds pour que ces thèmes-là soient inclus dès le départ. Effectivement, le travail se fait avec tous les partenaires du cluster santé, mais aussi les autres partenaires qui travaillent sur la violence basée sur le genre. Et je crois que c'est un travail qui doit se faire conjointement. La société civile, qui fait partie de la réponse d'une manière générale aux urgences, est présente aussi et sollicitée parce que dans ce contexte, bon, par exemple au Burkina Faso, il y a un contexte d'urgence et de difficulté d'approche et de confinement de beaucoup de populations. La société civile, les ONG nationales et les ONG internationales travaillent conjointement avec le cluster de santé pour mettre en place une réponse. Et ils sont actuellement en train d'inclure la violence basée sur le genre sur la réponse au Covid-19. On a un collègue qui pourrait nous en parler un peu plus. Je ne sais pas si Jean-Baptiste veut prendre la parole pour expliquer l'expérience qui est vécue par le cluster de santé au Burkina Faso. Est-ce que Jean-Baptiste est là? Si Jean-Baptiste est là, oui. Oui, je suis là. On vous écoute. Oui, en fait, nous avons beaucoup pensé sur la complémentarité, comme les collègues viennent de le dire. Nous avons trouvé que les stricteries sanitaires doivent être des portes d'entrée pour nous. Et nous sommes en train de travailler avec les clusters santé pour que nous puissions nous compléter mutuellement, surtout si un cas de VBG a été identifié par un prestataire de santé, qui soit référé immédiatement. Et nous sommes en train d'actualiser les systèmes de référencement et on va le faire à tout moment, juste pour que ça soit clair que vraiment les deux clusters sont en train de collaborer. Et pour les formations, normalement, nous ne devrions pas, tel que nous sommes en train de discuter, nous ne devrions pas, en tant que cluster, en tant que sous-cluster VBG, faire des formations où les agents de santé ne participent pas. C'est la même chose aussi pour les clusters santé, pour intégrer cet aspect santé VBG. Merci. Merci beaucoup, Jean-Baptiste. Nous avons une question qui est venue concernant les lieux de quarantaine sûrs, notamment l'exemple que nous avions pour le Pakistan. Alors, concernant l'exemple du Pakistan, si vous voulez plus d'informations ou de matériel, l'idéal, c'est de contacter la conseillère régionale pour la zone Asie et Pacifique. Et puis, donc cette question est venue plusieurs fois. Est-ce que Noémie ou est-ce que nos collègues de l'OMS auraient peut-être quelque chose pour compléter au niveau des lieux de quarantaine sûrs? Je crois que de toute façon, on est vraiment dans une situation qui est tellement inédite qu'au fur et à mesure des jours qui passent, nous avons plus d'informations, nous avons des pratiques prometteuses qui émergent du terrain. On essaye un maximum de notre côté de garder le fil et puis de partager avec vous ces pratiques prometteuses. Je pense qu'effectivement, l'Asie est plus en avance. Donc, je vous laisserai contacter nos collègues d'Asie-Pacifique. Nous avons une question concernant
les groupes de personnes LGBTYQ+, si je fais juste, qui sont considérés comme les groupes les plus vulnérables. Est-ce que Noémie, tu as des informations concernant, est-ce qu'il y a déjà des directives ou des meilleures pratiques concernant ces groupes et comment s'assurer qu'ils soient intégrés dans la réponse au Covid-19? Ok, bon, cette question, ça sort un peu peut-être de thème santé, vraiment de webinaire qui est très axé sur la santé, mais comment je pourrais interpréter comment s'assurer que toute cette population-là, parfois marginalisée, aient accès aux informations concernant la santé, ils peuvent avoir accès aux services VBG. Donc ça peut être un des défis qu'on a, et la question justement qu'on disait aux collègues, il faut toujours penser, est-ce que les survivantes vont réussir à avoir accès aux services? Donc, est-ce que les survivantes LGBTI, elles vont pouvoir, elles aussi accéder aux services? Maintenant, moi, je n'ai pas encore vu de ressources spécifiques sur ça avec la crise de la COVID-19, mais dans toutes les évaluations et dans notre guide qu'on a développé du GBV ailleurs, on a posé la question. Donc, ça veut dire de réfléchir dans nos contextes à où cette population se trouve, ou comment elle peut être contactée, quel peut être notre réseautage, peut-être avec les organisations de défense de leurs droits, pour s'assurer que l'accès est possible et que les cas sont rapportés. Et justement pour pouvoir briser un peu certaines barrières qui peuvent faire qu'elles n'ont pas accès à l'information et n'ont pas accès aux services. Ça, c'est le maximum que je peux dire. Et comme c'est de nouveau, toutes les bonnes pratiques que vous pouvez expérimenter et que vous nous partagez, nous serons très ravis de les faire circuler entre prestataires et praticiens, surtout avec les COP, la communauté des praticiens de lutte contre les VBG qui le GBV-IOR a au sein de ses ressources, ou même les helpdesk. Merci beaucoup. Oui, bien sûr, vas-y, je t'en prie. Je voulais aussi dire qu'il y a des directives interagentes sur la gestion des cas de VBG. Produit, je pense, en 2014, en 2017, pardon. Et dedans, il y a un chapitre spécifiquement sur le LGBT. Donc, ça peut être très utile pour ces questions-là, en termes de l'approche dans la gestion des cas VBG. Merci beaucoup, Maria Caterina. Nous avons une autre question concernant la méthodologie de la formation à distance. Alors, je vais commencer à répondre, mais je compte vraiment sur les collègues de l'OMS pour compléter. Donc, au niveau du GBV-IOR pour l'Afrique du Sud, on a été contacté par le Mozambique. Donc, le gouvernement du Mozambique est en train de mettre en place une formation pour le personnel de santé concernant le Covid. Et donc, le sous-cluster VBG à Maputo essaye un maximum de pousser pour y intégrer un élément, enfin un segment sur la VBG. Donc, c'est quelque chose sur lequel on est en train de travailler avec les collègues du Mozambique, en essayant un maximum de s'aligner avec ce que le gouvernement a préparé. Donc, c'est quelque chose, une fois qu'on aura cette formation et ces éléments VBG on va sans autre partager sur la communauté de pratique pour en faire bénéficier tout le monde. Mais j'aurais voulu savoir du côté des collègues de l'OMS, est-ce que vous avez j'ai envie de dire des paquets ou des formations déjà à distance qui soient quelque chose que vous pouvez partager, ou en tout cas dont vous pouvez parler maintenant par rapport au fait que la plupart des formations se font à distance? Alors, j'entends des oiseaux chanter, mais je n'entends personne de l'OMS. Est-ce que... Oh, pardon, excusez-moi, j'étais un peu distraite. J'étais en train de lire le chat. Ok. Vous savez, on est vraiment au tout début de la façon des outils.
certainement, on va expérimenter, faire des formations à distance, mais pour cette région, franchement, j'ai pas eu une très bonne expérience de tout ce qui est virtuel. La plupart des gens n'ont pas accès à une connexion Internet stable. Donc, je pense qu'on va plutôt penser à faire peut-être, par exemple, comme je disais, pour l'approche sur les survivantes par les prestataires de services sanitaires en RDC et au Burkina Faso, on a des pools de formateurs déjà formés qui, bon, pour le Burkina Faso, ils ont Bonjour. déjà fait des formations en cascade dans les 5 régions. Pour la RDC, on le prévoit pour les 3 provinces du Kasaï. Et probablement, ça sera des formations avec un effectif réduit. Au lieu d'avoir 40 personnes dans une salle, ce sera peut-être 10 avec l'espace, la distanciation physique nécessaire. Parce que tout ce qui est virtuel, franchement, dans la plupart des contextes où on travaille, ça passe pas. Même j'ai de la difficulté. Donc, je pense comme Oui. Loane a signalé, on est vraiment, on est ouvert à toutes sortes de propositions parce qu'on est dans une phase d'expérimentation hein, et on va apprendre en France, je crois. Et on doit se fier beaucoup justement sur les regroupements féminins, les petites associations qui déjà font un travail incroyable dans des conditions difficiles, avec très peu de ressources, mais qui arrivent à, je pense au Sénégal, par exemple, il y a l'Association des juristes sénégalaises. C'est pas un énorme groupe, mais c'est vraiment l'association qui offre le maximum de soutien pour les femmes victimes de violences ici. Donc, j'aimerais plutôt voir comment on peut renforcer ce genre d'organisation qui a déjà la crédibilité, les réseaux et l'expérience sur les lieux et pourrait développer, disons, mettre à échelle peut-être des expériences qu'elles ont déjà prouvées efficaces. Oui, merci beaucoup, Maria Bonjour, Caterina. bonjour tout le monde. Oui, Bonjour. bonjour. Allô, bonjour. Oui, Donc, bonjour. Edith de UNFPA. Oui. Désolée, je n'étais pas au courant de cette réunion. Donc, je prends les choses au vol. Vous avez une question, madame? Non, je n'ai pas de question. Je disais, je devais être à cette réunion. Malheureusement, je n'étais pas informée. Donc, je viens de me connecter. Et puis voilà, je m'annonce. C'est juste pour dire que je m'annonce. D'accord, pas de souci. Bienvenue à vous. Nous sommes en train de regarder les questions. J'ai une question concernant les cliniques mobiles. Donc, ce que disait Maria Caterina, avec cette idée qu'il faut qu'on s'adapte au contexte encore plus que jamais. On a des limitations au niveau de la technologie. Énormément de choses qui sont des meilleures pratiques au niveau des pays occidentaux seront très difficiles, voire impossibles dans les pays dans lesquels nous travaillons. Alors, Maria Caterina, tu as déjà commencé à répondre à la question en parlant de renforcer, de se reposer sur les structures au niveau local qui existent déjà, que ce soit les sociétés civiles. Mais il semblerait que nous avons Jerry Jonas du cluster santé qui est là aujourd'hui et qui peut peut-être nous donner un exemple ou une expérience par rapport aux cliniques mobiles pendant la pandémie et le rôle que ces cliniques ont géré. Est-ce que Jerry Jonas est là? Je suis là. Magnifique, on vous écoute. D'accord. Alors, peut-être juste récapituler un peu tout ce qui se passe un peu au Burkina par rapport au Covid-19. Alors, au niveau du cluster santé, on a eu à mener déjà une réflexion avec le partenaire pour savoir un peu la capacité opérationnelle. Et ce qu'on a encore à chercher, c'est de savoir si le partenaire peut se positionner sur les interventions COVID-19 et qui doivent être intégrées dans la réponse humanitaire. Donc, on a créé un task
force qui résonne là-dessus et qui est vraiment multidisciplinaire. Ça prend en compte tout le travail qui se passe, que ce soit au niveau de santé en général, mais aussi ça intègre la santé sexuelle et reproductive et les aspects VBG. Donc, il y a à peine 48 heures, j'ai fait circuler d'ailleurs un document, que Maria doit être au courant du document. C'est un document qui prend spécifiquement les aspects COVID qui doivent être intégrés sur la réponse humanitaire en cours. Il y a plusieurs sections. J'ai demandé aux partenaires de nous donner quelques éléments spécifiques pour des secteurs clés, par exemple pour le VBG. Qu'est-ce qui doit être pris en compte? Qu'est-ce qu'on ne doit pas manquer au niveau de la santé si on doit adresser les aspects VBG dans cette situation COVID-19? Alors, pour le paquet de services qui est offert pour le Burkina, on a 4 types de paquets d'activités que nous mettons en place. Soit c'est l'appui direct aux activités classiques dans les formations sanitaires, et là c'est plus facile. Néanmoins, on se retrouve dans des situations où on n'a pas des formations sanitaires qui sont fonctionnelles, donc qui sont fermées des contextes sécuritaires qui est précaire. Et là, on s'appuie soit sur les activités à base communautaire ou alors les cliniques mobiles. Alors, pour les cliniques mobiles, cela était votre question, on s'arrange à ce que ce soit des cliniques mobiles multidisciplinaires, c'est-à-dire capables d'offrir les soins de santé primaire, mais aussi le paquet santé sexuelle et reproductive et adresser aussi les aspects liés au VBG. Donc là, on a eu à travailler avec certains partenaires qui l'ont fait pour l'année 2019 et cette année 2020, on continue à évoluer avec. Là, il s'agit par exemple des médecins du monde. Il y a aussi Lima. Et on a un autre partenaire qui est intéressé pour apporter le même paquet d'activités. Ça, c'est IRC. Et on compte travailler avec eux. Alors, pour ce qui est des COVID, donc, ce sont les mêmes aspects que nous cherchons à voir dans quelle mesure, dit possible, le même paquet d'activités doit être intégré dans le paquet déjà existant des cliniques mobiles, en prenant en compte les spécificités en lien avec VBG ou santé sexuelle et reproductive. Voilà un peu ce qui se passe au niveau du Burkina. Merci. À vous. Merci beaucoup, Jerry Jonas. Et juste pour compléter, je sais aussi que certains pays sont en couvre-feu ou ont des mesures restrictives très, très importantes au niveau du mouvement. On a un pays de la région d'Afrique de l'Est et du Sud, maintenant j'ai un blanc, si c'est aussi le Mozambique ou un autre, où en fait le sous-cluster VBG avec le cluster santé a en fait négocié avec le gouvernement un certain nombre d'organisations et de services essentiels VBG qui pouvaient outrepasser ce couvre-feu. Donc vraiment avec cette idée, comme on en parle depuis maintenant presque une heure, du plaidoyer auprès du gouvernement pour insister à quel point certains services VBG sont complètement essentiels et sauvent des vies, et que donc le gouvernement doit permettre à une certaine zone de manœuvre, une certaine marge de manœuvre pour ces différentes organisations qui font ce travail, de répondre aux survivantes de VBG. Donc, étant donné que nous avons plus ou moins fait le tour des questions, avant de passer aux dernières slides de cette présentation, je vais juste faire un tout petit récapitulatif des présentations et de nos discussions. Donc, les points essentiels qui sont sortis, c'est vraiment cette idée de se protéger du coronavirus, que ce soit autant le personnel que les survivants et les survivantes. Bien regarder et bien négocier et bien se battre pour les services essentiels VBG qui restent accessibles pour les survivants et survivantes, que ça soit modifié ou que ça soit toujours dans les centres de santé. Comme on en a parlé tout à l'heure avec Maria Caterina et Noémie, je crois qu'on est vraiment dans une période où il faut être innovant, il faut réfléchir avec les moyens du bord. Il faut pas hésiter non plus, évidemment, à travailler et à inclure un maximum le gouvernement, le ministère de la Santé. Quelqu'un aussi dans le chat a mentionné une université qui mettait en place des webinaires par rapport à la formation du staff de santé. Donc voilà, et bien sûr aussi, comme Noémie en a parlé, s'assurer de prendre soin de nos collègues, surtout ceux qui sont en première ligne au niveau de la VBG et des soins,
On sait que c'est une pression énorme et que c'est une responsabilité énorme. Et c'est souvent des gens qui, malheureusement, sont stigmatisés dans leur communauté quand ils rentrent de leur travail. Donc, bien s'assurer qu'on se soutient tous mutuellement. Voilà, avant de terminer, je voudrais juste mentionner que nous avons mis en ligne un questionnaire. Si vous pouviez tous prendre, je dirais, 45 secondes pour le remplir, vous avez le lien ici. C'est pour avoir plus d'informations concernant vos souhaits pour les prochains webinaires, sur quel sujet on doit se concentrer. Et puis, enfin, je vous annonce le webinaire de la semaine prochaine. Nous allons regarder au niveau de l'intégration efficace de la lutte contre les VBG, au niveau de la réponse humanitaire, au niveau du pays, donc vraiment au niveau de l'architecture humanitaire de la crise du Covid-19. On sait que l'architecture va être un peu différente des architectures dont on a l'habitude. Donc voilà, nous aurons des invités spécialisés qui vont pouvoir nous éclairer là-dessus. Et la version française de ce webinaire sera aussi sur le même lien Zoom, à la même heure, donc 14h30 à Genève et 15h30 à Nairobi. Vous avez toutes les ressources qui sont sur la page du GBV-EOR. On va s'assurer de rajouter les différents papiers de l'OMS pour les plaidoyers, notamment pour le gouvernement. On a une communauté de pratique qui est très vibrante, sur laquelle vous pouvez échanger et poser vos questions. Je pense notamment à la meilleure pratique du Pakistan sur les espaces de quarantaine sûrs. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez sans autre poser la question et vous aurez probablement quelqu'un du Pakistan qui va vous répondre. N'hésitez vraiment pas à partager avec nous vos pratiques prometteuses et vos expériences. Même si elles ne vous semblent pas pertinentes, elles le seront pour quelqu'un. Et même si ça a été un échec, c'est important aussi qu'on connaisse les leçons apprises. Voilà, je remercie infiniment nos collègues de l'OMS, Teresa, Maria Caterina, Anne-Cécile et Emma d'avoir été aujourd'hui avec nous. Je crois que c'était extrêmement utile d'avoir le point de vue de l'OMS et d'avoir cette présence pendant ce webinaire. Merci beaucoup aussi à Noémie pour avoir si bien représenté le GBV-EOR et avoir présenté toute la partie sur les considérations à prendre pour le sous-cluster VBG. Un immense merci à vous tous. Vous étiez 94 au pic du webinaire, donc c'est extraordinaire. On est vraiment très heureux d'avoir autant de monde qui participe à ce webinaire. Pour nous, c'est vraiment un succès et on espère pouvoir continuer à compter sur vous tous pour ces prochains webinaires. Et vraiment, contactez-nous si vous avez des questions, si vous avez des suggestions, si vous avez besoin de soutien. Comme je le disais tout à l'heure, Noémie couvre l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Avec Jessica, je m'occupe de l'Afrique de l'Est et du Sud. Mais nous avons toute une équipe à Genève aussi qui travaille d'arrache-pied pour vous soutenir au niveau du terrain. Voilà, un immense merci à vous tous. Prenez bien soin de vous. Restez en bonne santé et on se voit la semaine prochaine à 14h30 heure de Genève. Au revoir, merci. Au revoir, merci tout le monde.